vais vous parler du modèle de Derrida-Retaux, qui a été introduit d'abord sous une forme discrète, et ensuite, dans un travail avec Yu-Yun Hu et Bastien Malin, on en a introduit une version en temps continu, donc, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le modèle discret. Donc, en fait, il n'a pas été introduit par Derrida et Retaux, mais plutôt par Collet, Ekman, Glaser et Martin, en 1984, qui eux étaient motivés par les vers de spin. Et ensuite, 30 ans plus tard, il a été réintroduit par Derrida et Retaux pour une autre motivation. Donc, c'est en tant que modèle jouet pour étudier la transition de phase qui a lieu dans les modèles d'accrochage de polymères. Alors, je vais un peu passer sous silence les motivations. Je vais introduire le modèle, qui est très très simple. On part d'une première variable aléatoire x0 positive, et ensuite, par récurrence, on définit xn plus 1 comme étant la somme de xn avec une copie indépendante de xn. On fait moins 1, et on prend la partie positive. Et donc on continue comme ça par récurrence. Alors une manière de définir xn plus 1, enfin xn de manière générale, c'est de construire sur un arbre binaire. On prend un arbre binaire de hauteur n. Sur les feuilles, on met des copies indépendantes de x0. Et ensuite, on descend l'arbre de manière complètement déterministe. Quand on a a et b, deux enfants qui ont valeur a et b, le parent va prendre la valeur a plus b moins 1, partie positive. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la racine, et la valeur de la racine, ça nous donne xn. Donc voilà le modèle. Et bon, bien sûr, la question, c'est, selon la loi de x0, comment se comporte asymptotiquement xn. Alors, il y a deux phases. Pour les décrire, le plus simple, c'est d'introduire l'énergie libre, donc qui est simplement la limite de la moyenne de xn divisée par 2 puissance n. Donc c'est assez simple de voir que cette limite est tout le temps bien définie. Et on va classifier selon si l'énergie libre limite est positive, enfin strictement positive, ou nulle. Donc le résultat de Collet, Ekman, Glaser et Martin, c'était de faire cette classification dans le cas où la condition initiale est à valeur entière. Dans ce cas-là, ils ont un critère de moment relativement simple pour dire si ce critère est vérifié, on est dans la phase surcritique. Donc la phase surcritique, c'est l'énergie libre est strictement positive, et en fait, xn se comporte comme son espérance. Donc xn divisé par 2 puissance n converge presque sûrement vers l'énergie libre. Dans le cas contraire, on est dans la phase sous-critique, où l'énergie libre est nulle, et en fait, xn tend vers 0 en probabilité. Donc il y a vraiment deux comportements radicalement différents. Dans le premier, xn croît exponentiellement vite, et dans l'autre, xn tend vers 0. Voilà. Donc ça, c'était le résultat du premier papier. Ensuite, Derrida et Retaux, donc eux, ce qui les intéressait, c'était d'étudier comment se passe la transition de phase pour l'énergie libre près du point critique. Donc pour ça, on se fixe une loi de probabilité sur les réels positifs qui est surcritique, et on prend comme condition initiale un mélange entre un Dirac en 0 et cette loi-là. Donc si P vaut 1, x0 va être surcritique, et si P vaut 0, x0 va être sous-critique, c'est tout simplement 0. Et pour chaque P, on a une valeur de l'énergie libre, et donc on peut étudier la fonction qui à P associe l'énergie libre pour le paramètre P. Cette énergie libre, elle va être nulle au début, puis strictement positive, après un certain paramètre critique, PC. La conjecture de Derrida et Retaux, c'est la suivante. Si PC est strictement positif, alors la transition de phase est d'ordre infini. Donc là, on le voit sur le graphe ici. Donc c'est une transition de phase infiniment lisse. Et plus précisément, donc, il conjecture ce comportement avec un exposant 1,5 ici, dans l'exponentielle. Alors, en fait, il y a eu des résultats
enfin récent, plus que récent, pas encore sorti, mais qui arrive à montrer presque ça. Donc par toute cette équipe, encore une fois, dans le cas où mu est à valeur entière. En fait, tous les résultats rigoureux pour l'instant, c'est dans le cas où on travaille avec des entiers, et on ne sait rien faire sinon. Et donc, ils obtiennent l'exposant 1,5, en fait, sous cette hypothèse-là, qui est nécessaire, d'ailleurs. La conjecture telle qu'elle est fausse, en fait. Mais, voilà, donc ça, il y a eu des progrès récemment. Il y a une autre question sur laquelle, là, par contre, il n'y a pas trop de progrès. C'est si on se place exactement au point critique. Donc, je pars d'une condition initiale, une loi initiale x0, là, à valeur entière, et je me place au moment où ces deux moments sont égaux. Donc ça, c'est vraiment la frontière entre la phase surcritique et la phase sous-critique. Alors, donc on a vu que xn tend vers 0 en probabilité, mais la question c'est à quelle vitesse. Le seul résultat rigoureux pour l'instant, c'est cette majoration-là. La probabilité que xn est strictement positive, c'est majoré par une constante sur n. Mais en fait, c'est conjecturé que ça devrait plutôt être d'ordre constante sur n au carré. Et ça, on en est encore assez loin. Donc dans ce papier-là, justement, il y a plein d'autres conjectures sur le modèle discret, dans le cas critique, que je passe un peu sous silence. Une question un peu générale qu'on peut se poser, c'est une fois qu'on lance comme ça, on lance le processus dans le cas critique, on conditionne à avoir xn strictement positif. Ça veut dire que dans notre arbre, à partir des feuilles, il y a de la masse qui a réussi à descendre jusqu'à la racine. On peut regarder juste les chemins qui ont réussi à amener de la masse jusqu'à la racine. Ça forme un sous-arbre. Est-ce qu'on peut le décrire d'une manière ou d'une autre? Voilà. Donc, dans le but un peu de répondre à cette question-là, c'est toutes ces conjectures. Donc avec Bastien Malin et Yuyun Hu, on a introduit une version continue du modèle, donc que je vais vous présenter tout de suite. Alors la définition est assez analogue. On part, pareil, d'une variable aléatoire x0 positive. Et pour définir xt, on va travailler cette fois-ci sur un arbre de Joule. Donc l'arbre de Joule, c'est un arbre binaire, mais où toutes les branches sont de longueur exponentielle, enfin de loi exponentielle. On prend un arbre de Joule de hauteur t, et on va le peindre. Donc pour le peindre, il y a d'abord des peintres qui partent de chaque feuille avec une quantité aléatoire de peinture tirée selon x0. Et les peintres se mettent à descendre l'arbre et ils peignent les branches. Donc pour 1 mètre de branche, il faut 1 kg de peinture, et ainsi de suite. S'ils n'ont plus de peinture, tout simplement, ils s'arrêtent de peindre. Et quand il y a un point de branchement, ils mettent juste leur peau en commun et ils continuent ensemble. Voilà, donc on fait ça jusqu'en bas de l'arbre, et la quantité de peinture qui reste tout en bas, ça définit xt. Donc il y a le même phénomène qu'avant, la partie positive, elle est faite par... Quand on n'a plus de peinture, juste la quantité de peinture du peintre ne décroît pas, elle reste à 0. C'est là, il y a le phénomène de décroissance, c'était le -1, la mise en commun, et aussi la partie positive, on ne peut pas passer dans les négatifs. Donc voilà la définition. Alors, un des grands intérêts de ce modèle, c'est qu'il possède une famille de solutions exactement solubles. Cette famille, c'est la suivante. Si, sur les feuilles, on choisit de mettre des variables aléatoires qui ont comme loi un mélange entre un Dirac en 0 et une loi exponentielle, alors ça va être préservé par la dynamique. Si on fait ça, en tout temps, xt va être encore un mélange entre un Dirac en 0 et une loi exponentielle. Donc il y a deux paramètres, le poids du Dirac, p de t, et le paramètre de l'exponentielle, lambda t. Et c'est les solutions d'une équation différentielle, qui importe peu ici, mais elle n'a pas de solution explicite, mais on peut beaucoup plus facilement travailler avec
cette équation différentielle. Entre autres, on a cette quantité-là, qui est un invariant de la dynamique. Ça nous permet de tracer le diagramme de phase. Donc pour chaque valeur de grand H, qui est donnée donc par les conditions initiales, on sait que donc, P lambda va rester le long de ces trajectoires-là. Donc une fois qu'on a tracé ce diagramme de phase, on peut identifier les différentes faces de notre modèle. Ici, on voit que P tend vers 1. Donc ça veut dire que xt va tendre vers 0. Ça, c'est la phase sous-critique. La frontière, ça va être la phase critique. Et ici, cette dernière phase, ça va être la phase sous-critique, où P et lambda tendent vers 0 en même temps. Donc xt perd sa masse en 0, devient une exponentielle, mais avec un paramètre qui tend vers 0, donc une exponentielle qui explose. Et on peut montrer que l'énergie libre est positive, ça correspond bien à ce qui nous intéresse. Alors on peut faire des calculs, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails là-dessus, c'est une équation différentielle ordinaire, on arrive à calculer pas mal de choses dessus. Entre autres, on peut montrer la conjecture de Derrida-Roto très simplement sur ce modèle. Donc on retrouve l'exposant 1,5. Et aussi, on peut calculer le développement asymptotique des deux paramètres, P de t, lambda de t, dans toutes les phases. Donc j'ai dit que nous, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était la phase critique. C'est en particulier parce que dans la phase critique, c'est là qu'on trouve des comportements qui sont censés être universels. Alors dans la phase critique, par exemple, les calculs dont je parlais peuvent nous donner ça. Donc la probabilité que xt est strictement positif, ça a le développement suivant, mais donc, en particulier, le premier ordre, c'est bien constante sur t carré, donc ça correspond à la conjecture sur le modèle discret. Voilà, on peut aller plus loin. On peut calculer un peu tout ce qu'on veut. Mais donc la question qui nous intéresse vraiment, c'est cette question un peu plus générale. Je me place dans le cas critique. Je me place sur l'événement où xt est strictement positif. Ça veut dire qu'il y a forcément des lignes entièrement rouges qui sont arrivées jusqu'à la racine. Je garde que ces lignes-là. Partout où il n'y avait plus de peinture, je coupe mon arbre. Je garde la composante connexe rouge de la racine. Ça me fait un nouvel arbre, que j'appelle l'arbre rouge. Et je veux décrire cet arbre. Et en fait, pour le décrire, c'est plus simple de rajouter un peu de structure. Cette structure, c'est je garde la forme de l'arbre, plus aussi le long des branches, à chaque fois, quelle est la quantité de peinture qu'il y a à chaque endroit le long des branches, quand les peintres y sont passés. Voilà. Alors la description, elle se fait dans l'autre sens, et sachant ce que vaut la valeur à la racine, on peut décrire le processus en remontant, cette fois-ci en allant de la racine vers les branches, comme un processus de Markov branchant, inhomogène en temps, dont les taux de branchement dépendent, de la quantité de peinture qu'on a à un instant donné, et aussi des fonctions P de t et lambda t. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas complètement explicite, parce que ces fonctions-là ne sont pas explicites, mais on peut passer à la limite. Pour ça, il faut diviser le temps par t, diviser aussi les masses le long des branches par t, et on obtient une limite. Donc c'est un théorème, mais que j'écris pas proprement. La limite, elle est explicite. Vraiment, les taux de branchement, c'est des fonctions explicites. Mais donc, ce qu'on voit, c'est plus on s'approche des feuilles, plus on branche vite. Voilà. Alors, une autre remarque aussi sur cette image, le nombre de feuilles est très grand. Donc, en fait, il tend vers l'infini quand t tend vers l'infini. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est à quelle vitesse ça tend vers l'infini. Donc pour ça, on note n de t, le nombre de feuilles qui ont donc contribué à amener de la peinture tout en bas, si on regarde le processus au temps t. Et aussi n de t, la masse totale qu'elle portait initialement. Donc notre théorème, c'est, sachant que xt est positif, alors le nombre de feuilles et leur masse totale, c'est d'ordre t carré. Si on renormalise par t carré, le couple converge en loi vers une loi explicite qu'on peut calculer aussi.
Donc voilà pour la description de l'arbre rouge. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Oui, je voudrais savoir ce que vous pouvez dire un peu sur la structure de cet arbre et la quantité de peinture apportée. Est-ce que c'est vraiment, par exemple, une toute petite fraction de l'arbre qui a apporté 95% de la peinture sur excès? Est-ce que l'arbre grandit se reprend très vite dans une direction, dans une autre, ou est-ce que c'est plus régulier? Bon, donc déjà le nombre de feuilles est d'ordre t carré. Ça nous dit que c'est une toute petite proportion, parce que l'arbre il est exponentiellement grand. L'arbre de Yule. Alors, c'est comment c'est réparti dans l'arbre, c'est ça? Comment c'est réparti dans l'arbre à peinture positive? Comment c'est réparti dans l'arbre, dans le sous-arbre des trucs qui apportent de la peinture? Ah, au sein de cet arbre, est-ce qu'il y a des... il est relativement symétrique. Enfin, je ne sais pas si je comprends exactement la question. Il y a... Enfin... A priori, il n'y a pas un énorme déséquilibre, c'est un processus qui est... En fait, il est censé être aussi autosimilaire. Je veux dire, une fois qu'il s'est séparé, c'est normal que cette partie-là et cette partie-là... Bon, en fait, ici, la masse, on sait combien il y a de peinture ici. Ce qui se passe, tout simplement, c'est tant qu'il n'y a pas de séparation, ça veut dire qu'à chaque fois, la peinture vient d'un seul peintre. Donc là, si on remonte le temps, la peinture fait que croître linéairement. Et ici, il y a eu un point de branchement, donc c'est-à-dire que la somme de la peinture ici et la somme de la peinture ici, c'est égal à la peinture qu'il y avait ici. Mais une fois qu'elle est séparée, bon, c'est indépendant et ça a la même loi, juste sachant la quantité de peinture, mais qui est à peu près du même ordre. Donc, ça se ressemble. C'est assez autosimilaire comme processus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que, désolé pour l'avoir, est-ce qu'il y a des lois stables pour l'équation? Parce que je sais pas, des lois pour x0 telles que x1 soit égal à loi x0, et si oui, est-ce qu'on comprend ces lois? Est-ce qu'elles ont une pertinence pour les questions que tu poses? Donc tu parles du modèle discret, c'est ça? Et est-ce qu'on a une loi qui serait stable par ce truc? Donc non. Ça, en fait, Kohler-Ekman et Glaser, je pense déjà dans leur papier, l'avaient montré. Donc les seules lois stables, c'est la constante égale à 1 et la constante égale à 0. Donc non, il n'y a pas de loi stable. Et puis en fait, ça peut se voir par le comportement asymptotique. Enfin, en tout cas, pour les valeurs entières. Bon, pour les valeurs pas entières, comme on ne connaît pas exactement la classification, c'est pas clair, mais non, il n'y a pas de loi stable. Et on connaît pas, sur le modèle discret, on ne connaît pas de famille qui soit bien préservée et sur lequel on peut faire des calculs. C'est vraiment l'intérêt en fait, de la version continue, c'est qu'on a cette famille, les mélanges Dirac en zéro exponentiels sur lesquels on peut faire tous les calculs qu'on veut. Voilà. Alors, on remercie encore